un chef, là, c'est une bébite particulière, là. Un chef qui mène un peuple à l'indépendance, là, il y a quelque chose de biblique là-dedans. Là. Il faut être inspiré. Il faut aller à l'église le mercredi, prier Saint-Joseph, là, un peu. Là. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur un certain élément de transcendance. Là. C'est pas juste des calculs avec les sondages. Là. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on reçoit mon ancien professeur. Ben oui, j'étais étudiant au bac à l'UQAM il y a de cela, 15 ans, et on était obligé de suivre des cours dans d'autres programmes. Et Christian Saint-Germain, bonjour. Bonjour. J'ai choisi votre cours de philosophie. Oui. C'est un drôle de cours, quand même. C'est un drôle de prof aussi. Oui, c'était pas un cours classique. Je dirais même que j'ai jamais eu un cours pareil. Ah bon? Dans le bon sens, je suppose que si vous m'invitez... Oui, mais en fait, est-ce que mon souvenir est exact si j'affirme qu'on rentrait dans votre classe, puis il y avait un plan de cours, parce qu'on est obligé de fournir un plan de cours dans un département d'éducation à l'UQAM, au 3e cycle, mais c'était plus le show du prof, là. Oui, mais le show, il faut rester vivant. Là, c'est toujours la seule règle en pédagogie, c'est qu'il faut que tu te dises, est-ce que tu t'ennuierais dans ce cours-là si toi-même tu le suivais? Alors, comme je suis un peu actif, comme je suis un peu intense, il arrivait que je sois assez libre dans ma parole et dans mes explications, mais je pense qu'il faut aussi diriger un cours. Là. Je pense qu'il faut prendre sur soi d'orienter puis d'organiser un cours en éthique, par exemple, parce que je suppose que c'est un cours en éthique, là, donc c'est nécessairement quelque chose pour moi qui implique un plein de décisions intellectuelles sur le choix des auteurs, puis la manière de les présenter, puis Mais vous ameniez l'actualité dans la classe. Ah oui, c'était essentiel. Ça commençait toujours comme ça. Ben oui, parce que le Québec, c'est une pépinière, c'est un terreau de phénomènes d'éthique appliquée innombrables. On va en parler sans doute parce que c'est un laboratoire, là, en fait. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Parce on parlait beaucoup de santé, je me rappelle, à l'époque. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de santé. Si je ne m'abuse, c'est vers 2013-2014 à peu près, là. Puis il y a déjà des négociations qui tardent, qui peinent entre des médecins. Aide médicale à mourir également à l'époque. On est au tout début de cette grande réalisation. Vous me dites ça pour me provoquer parce que vous m'avez lu. Non, c'est ce que j'appelle la loi scélérate du Québec. Là. C'est-à-dire c'est une loi infâme, c'est une loi abominable dans le contexte québécois. Bien sûr, aimée par beaucoup de gens qui sont imaginés entrer dans un ère d'humanisme, mais ça n'a jamais été humaniste, cette loi-là. Là. C'est une mesure budgétaire d'homicide administratif, essentiellement. Là. Et donc, pour moi, c'est terrifiant. C'est une loi terrifiante. C'est-à-dire, c'est une loi qui fait en sorte que vieillir au Québec, c'est dangereux. C'est-à-dire, vieillir au Québec, c'est véritablement une épreuve. Puis aussi, tout le changement de mentalité que ça implique. Un État n'est pas là pour vanter le suicide. Un État est là pour donner des raisons de vie au monde, pas pour leur dire, regardez, il y a une solution exceptionnelle qui s'appelle le midazolam, puis un coup de seringue. Là. Non, mais on va le garder pour la fin. On va finir l'épisode dans la dignité tantôt avec ça. Je veux qu'on reste dans l'université. On va faire les choses dans l'ordre. 35 ans comme prof, et pas n'importe où, à l'UQAM. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Là, vous irez là où vous voulez aller. Mais c'est quand même quelque chose. Moi, tous les profs à qui j'ai parlé, qui sont passés par là, et pas forcément par l'UQAM, là étant le système d'éducation, et qui en ont fini avec ça, qui en ont soupé avec ça, ils me disent tous quand même que c'est une aventure qui finit généralement mal.
Est-ce que chez vous Ben, êtes sorti c'est-à-dire de là, que- le gros sourire d'en face? mais mal, ça dépend. C'est-à-dire que c'est un très bel emploi, si vous voulez, j'allais dire, garder l'aspect étudiant. C'est-à-dire qu'on reste jeune prof. Tu peux pas... le grand bonheur pour un étudiant qui devient prof, c'est qu'il peut acheter tous les livres qu'il veut, c'est rester jeune, c'est ne pas avoir un emploi qui te sollicite avec un patron. Moi, je dirigeais mes journées. Bon, bien sûr, j'avais des cours à donner, des rendez-vous, des comités, des machins, là, mais en fait, c'est le lieu où on peut être le plus libre qu'on peut l'imaginer. Là. De ce point de vue-là, c'est un bonheur. Bon, est-ce que la vie universitaire au Québec est difficile, extraordinairement difficile à bien des égards? C'est-à-dire, l'UQAM, c'est une ancienne machine maoïste là, dans laquelle il y a une autocritique. Tu peux être professeur titulaire, puis tu vas être évalué. Tu dois déposer un bilan, puis tu dois rendre des comptes. Puis, c'est-à-dire que ça ne signifie rien. Mais à mon époque, c'était toujours une sorte de rabaissement de la tâche. C'est-à-dire, t'es permanent, t'es titulaire, mais tu dois quand même déposer devant tes collègues qui vont faire des remarques. Puis ça créait des inimitiés solides. Enfin, Wokisme. C'est ce que vous l'avez senti, vous, en philo? oui, mais moi, Moi, j'ai fait histoire, sociaux. Tu sais, c'est sûr que c'était assez ambiant, plus en sociaux qu'en histoire. wokisme, c'est la gauche sans la gauche. C'est-à-dire, c'est la gauche qui n'a pas lu Marx. C'est-à-dire que je sais pas, il y a quelque chose qui est plus du côté du DSM que du côté du capital de Marx. Mais je veux dire, est-ce que c'était pénible quand même de vivre dans l'université oui, avec ça? Oui, on a commencé par mettre des ES étudiants et étudiantes. L'épicène a commencé. Moi, j'étais à l'époque de l'épicène. Je n'étais pas encore à l'époque des points entre... mais enfin, ça m'a pas... j'ai jamais eu d'altercation verbale avec des gens qui me reprochaient de ne pas... faut dire que je suis un doux aussi. Oui, c'est vrai. Absolument. Alors, Donc, pas de conflit. Je veux absolument qu'on parle d'un truc moi, je suis peut-être trop jeune, là, mais j'arrive pas à le comprendre. Peut-être que vous avez des explications. Mark Carney, premier ministre du Canada, élu par acclamation par les Québécois. Un gros CV. Un gros CV, gros de même. On est dans la récession technique, là, mais... Oui, non, mais élu presque par acclamation par les Québécois, qui vont envoyer aussi, normalement, un gouvernement souverainiste à Québec à l'automne. Et là, je me suis dit, bon, peut-être que c'est une erreur, là, avril 2025. Là, je regardais les sondages récemment. Non. S'il y avait une élection demain, ça sera encore plus fort, Carney. Je ne suis pas sans me rappeler quand même Trudeau et Lévesque au Québec. Mais comment on explique ça? C'est le destin des peuples colonisés, c'est-à-dire que ça comprend ça comprend rien, un peuple colonisé. Là, ça fait toutes sortes d'affaires sous le mode émotif, sous le mode affectif. Carney, qu'est-ce qu'il apporte au débat? Mais qu'est-ce que Poilievre aurait pu faire aussi? Ça se passe loin de chez nous. Et qui les suit véritablement? Moi, j'ai toujours pensé que Carney, c'était la meilleure manière d'être annexé aux États-Unis assez rapidement. C'est-à-dire, ces esbroufs avec les États-Unis, tout ça, ça va mal finir. Ça, au sens où, à un moment donné, on va dire, on va s'être tellement appauvri au Canada par des décisions de nature, aller vendre des affaires au Laos ou essayer c'est tellement... Il faut s'entendre avec les Américains, puis au mieux, il faut s'annexer à eux. Moi, c'est dorénavant ma position. Depuis combien de temps? Depuis, c'est récent. Moi, la pandémie a été pour moi un révélateur de ce qui allait arriver au Québec, c'est-à-dire le peu de résistance des populations, la délation, tout ça m'a comme dégrisé de mon indépendantisme mystique, si j'ose dire. En quoi ça nous entraîne vers les Américains? Parce que punition, c'est un sens non, mais logique. parce que dans le fond, pour nous, j'allais dire pas. Pour les gens qui ont de l'ambition, qui seraient jeunes aujourd'hui, qui n'auraient pas 65 ans comme moi, là, mais qui seraient des jeunes gens, s'annexer aux États-Unis,
c'est s'ouvrir sur un univers extrêmement riche, extrêmement prometteur, extrêmement dynamique. C'est pas comme finir dans un modèle social-démocrate en démanche, puis endetté, puis c'est-à-dire notre chance, c'est de parachever la Révolution américaine. C'est pas honteux de parachever enfin, c'est ce que Louis-Joseph Papineau espérait pour les... En fait, pour moi, c'est la seule transmutation qui est véritable, là. C'est-à-dire... Mais on n'a pas le matériel politique pour faire ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas les hommes qui pourraient négocier du droit corporatif puis du droit commercial puis du droit constitutionnel. On a Daniel Turp puis des gens qui nous parlent d'alinéa de la Constitution canadienne, mais c'est comme des joueurs de boulingrin. C'est-à-dire que ces gens-là... Non, on a besoin de gens qui connaissent les États-Unis pour nous unir à eux, et éventuellement. Moi, c'est mon seul... C'est une défaite, ça. Mais non, c'est pas une défaite. C'est une évolution historique d'un peuple qui ne s'est pas reproduit démographiquement, puis qui est dans une impasse migratoire, puis qui est dans... c'est une conséquence de notre... Mais qu'est-ce qu'on a en commun avec eux, avec les Américains? Oh, on parle beaucoup de la langue au Québec, mais c'est vrai qu'on peut parler d'autres choses aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Mais qu'est-ce qu'on a? On pense comme des Américains, on prend nos vacances aux États-Unis, on aime l'opulence américaine, on aime la liberté américaine. On a vu que nos chartes, ça valait pas cher là, pendant la crise de la pandémie. Là. C'est-à-dire, on aime le droit américain, on aime cette culture-là, on aime cet enthousiasme-là. Pour moi, mais quand je dis que je vous pose la question de savoir si c'est plus une défaite qu'autre chose, c'est que généralement, quand on dit que quelqu'un s'américanise ou qu'un peuple s'américanise, c'est qu'il n'est plus capable d'être lui-même, de se proclamer vivant. Donc, il coule ailleurs. Il va chercher quelque chose. Les Français qui s'américanisent, c'est pas l'évolution historique normale, c'est peut-être aux autres aussi une défaite. T'sais. Oui, mais c'est une puissance mondiale, c'est une puissance économique mondiale, c'est un pays dynamique, riche, avec les plus grandes universités du monde, avec quel est le problème que de finir entre ça puis finir dans le modèle québécois, entre la polyvalente de Saint-Jérôme puis le modèle américain. Pourquoi pas lâcher notre vieux modèle qui va à la faillite, dans le fond, qui est un schème de Ponzi, on l'aura tous compris, là, c'est-à-dire, dans lequel on n'aura pas de soins, c'est une pyramide, là, puis il n'y a plus personne en dessous pour financer. Enfin, il me semble que c'est des signes évidents. Ça me semble être des signes qui peuvent pas nous tromper longtemps. C'est-à-dire, on peut rester dans une sorte de dormance, là, comme des mouches entre des châssis doubles là, dans une cuisine d'été, mais on va arriver très rapidement à... Ben, en fait, la seule obstination que j'ai par rapport à ce que vous dites, c'est que généralement, les gens qui tiennent un discours comme le vôtre, donc les gens qui voudraient qu'on s'annexe, nous trouvent nuls. Souvent, c'est ça que j'entends. Mais je ne trouve pas nul. Non, mais peut-être pas vous, mais il y a des gens qui nous trouvent nuls. Je le trouve valeureux, mais on n'a pas livré la marchandise. C'est-à-dire que historiquement, on n'a pas eu ce réflexe identitaire, le vilain mot, n'est-ce pas? On n'a pas eu cette espèce de conscience ethnique qui aurait fait que nous aurions survécu. Que reste-t-il des poètes québécois? Que reste-t-il des chansonniers aujourd'hui? Bon, parlez-moi pas vous pouvez m'en nommer, là, mais disons, comment on peut rabibocher l'âme du peuple québécois aujourd'hui? On n'est plus en 1976, là. Il n'y a plus de... on est ailleurs, on est fragile, mourant. On a une sorte d'optimisme de mourant étonnant. Mais c'est parce que vous me pointez une société qui, elle, est vivante. Donc, c'est pour ça que je ne trouve pas que le passage se fait naturellement. Elle est vivante, elle est violente, elle a toutes sortes de travers. Elle est vivante. Mais on la connaît. Ouais. On la connaît aussi. On sait de quoi il en retourne. Mais nous, on est tout enquistés dans notre syndicalisme, puis dans nos normes, puis on est complètement dans cette espèce de momifié dans notre attente de la mort. Là. Ça nous donnera un électrochoc, d'une certaine façon. Peut-être celui qu'il faut. Mais il faut qu'il vienne, cet électrochoc-là, de l'extérieur, parce qu'on n'a pas non plus de matériel politique pour... Quand on écoute les conservateurs du M, par exemple, on se dit, mais c'est aussi que s'en vont, ces gars-là? Qui ils vont convaincre de faire une coupe dans la bureaucratie québécoise? Qui c'est que tu peux convaincre aujourd'hui dont le beau-frère travaille à Régie du logement ou à la Société des alcools? Qui c'est que tu peux convaincre qu'on va faire une coupe puis on va ben voyons donc, tout le monde travaille pour le gouvernement. Le gouvernement cannibalise la force de travail.
Alors, Est-ce que vous avez toujours eu ce regard-là? Moi, d'aussi longtemps que je me souvienne, c'est un regard, je suis obligé de dire pessimiste. C'était tragique. C'était pessimiste ou tragique, M. Saint-Germain. Donc, je pense que vous devriez peut-être choisir pessimiste. ben, Ça peut plus être tragique depuis que vous avez une solution, mais c'est pas une solution, c'est un espoir. C'est pas une solution parce que, comme je vous dis, ça prend du matériel pour aller faire le greffon, là. C'est-à-dire, tu peux pas dire, tu te dis dans quelles conditions on fait une transition, parce qu'en fait, la thèse est assez simple. Nous n'avons pas été des sujets politiques. On est un peuple colonisé, profondément colonisé. On ne s'est jamais constitué comme un sujet politique. Notre seule chance, c'est de donner un coup de pied de l'âne au Canada au moment où il est fragile puis où il est menacé, entre guillemets, par les États-Unis. Alors, notre seule chance, c'est de nous dire, n'attendons pas la faillite puis le choix de l'Alberta, prenons les devants. Mais c'est une utopie. C'est-à-dire que c'est un horizon. Il y a combien de personnes sur 1000 qui veulent ça au Québec? Là? Ah non, mais il y en a, pour le moment, il n'y en a aucun. C'est-à-dire qu'ils sont dans une chimiothérapie médiatique contre Trump. Là. Mais les successeurs de Trump vont être bien plus radicaux, probablement, puis bien plus idéologues que lui. Ah oui? Et on va avoir une surprise. Je ne sais pas, mais je regarde Marco Rubio, Vance. C'est des gens qui n'ont pas le panache de Trump, mais qui ont une conscience de la politique impériale américaine. C'est un impérialisme, les États-Unis. Là. C'est un empire qui est devant la Chine puis la Russie. Alors, il se comporte comme un empire, comme la Chine puis la Russie. Il ne peut pas se comporter autrement en géopolitique. C'est pas... Attendez, là, il y a un moment thérapeutique qui s'impose, là. Même si je n'ai pas mes cartes. Sortons de bien. Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déçu profondément dans l'histoire du Québec pour que du jour au lendemain, et peut-être que ça méditait, que ça mûrissait, que la sauce a été en train de Ah non, mais moi, je raffiner? suis un francophile absolu. Là, moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, vous ne croyiez plus en nous? Je crois, mais je suis obligé de voir lucidement ce qui est en train de nous arriver collectivement. Vous avez toujours été de même. J'aurais aimé autre chose, je ne vous cache pas. Mais le Parti québécois a fait un tort tellement important au peuple québécois, c'est-à-dire dans la lenteur, dans le souverainisme, il a retardé tellement. Si les Québécois avaient voulu être indépendants, il l'aurait été en 1976. Il se serait arrangé pour l'être, mais à cette époque-là, on était dans les demandes de négociation avec des questions à deux, des affaires de névrosés, c'est-à-dire des affaires d'impuissants dont on sait très bien qu'ils ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent simplement dans l'ambivalence. Puis le Parti québécois était le symptôme de l'ambivalence du colonisé. Puis il retarde les affaires, puis il n'y aura rien. Il n'y a pas de déclaration unilatérale, il n'y a pas d'armée. On commence juste à parler avec PSPP de la possibilité que le PQ soit espionné par... j'allais dire, comme disaient les vieux beaux dommages, et c'est certain que si tu veux faire la sécession d'État, tu vas être espionné. Mais Parizeau en parlait ouvertement. Parizeau, en 70, il rentre dans la cellule de crise de René Lévesque après l'enlèvement de Pierre Laporte et il demande à tout le monde de se taire et il regarde dans les coins. Oui, mais en 70. Mais qui aimait-il, Parizeau? Madame Deveau, qui travaillait pour la GRC. C'est comme Claude Morin, là, qui vient qui est un personnage... Ils ont une aventure? Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais il me semble que les historiens qui ont fait sa biographie ont dit qu'il était très proche de Carole Deveau. À quel point était-il proche? Il n'y a pas le témoin, là, moi, mais... Mais suivez, en fait, si vous voulez comprendre le PQ, suivez le destin de Claude Morin, vous allez comprendre. C'est-à-dire la manière extrêmement révérencieuse avec laquelle lui quitte la scène, son extrême proximité avec René Lévesque tout le temps. C'est le disciple que Jésus aimait, là, Claude Morin. C'est lui. Le Parti québécois, c'est les fils de Claude Morin. Là. C'est l'attentisme. On va suivre le peuple. On va aller à la même vitesse. C'est des affaires qui ne marchent jamais. Là. Mais je peux vous soumettre quand même une autre idée. Pour moi, le PQ, ça a toujours été... disons, deux fils. Il y a ce fils-là. Puis on en a vu plusieurs chefs dire qu'il faut attendre, il faut faire les choses de la bonne façon. Puis de la bonne façon, souvent, ça veut dire prendre trop de temps. Mais il y a l'autre fils. Parizeau, là, prend le pouvoir en 94, référendum en 95. Paul Saint-Pierre Plamondon dit un référendum dans un premier mandat. Puis l'année qu'on vit, c'est la première année. Des gens plus déterminés, des gens plus résolus. Il y a ça aussi au PQ.
Ah non, mais je dénigre pas les hommes. Moi, j'ai de l'estime pour les hommes. Je sais très bien que c'est des hommes honnêtes. Mais puis c'est des hommes admirables à bien des égards. Moi, mon problème, c'est que je sais que ça marche pas. C'est pas comme ça que ça marche, l'indépendance d'un peuple. Comment ça fonctionne? Ben, ça se fait d'une manière beaucoup plus musclée que ça. Surtout si tu es devant un État colonial comme le Canada, héritier de la couronne britannique. Là. Tu sais que tu es avec du monde qui joue dur. Ça prend plus que la Sûreté du Québec. Ça prend des plans de contingence s'il y a une invasion du territoire. Pensez simplement à une victoire molle au référendum. Mettons qu'on gagne. Pensez, qu'est-ce qui va se passer je sais pas moi, c'est toujours l'exemple que je donne, à Amstead. Les minorités d'Amstead qui vont appeler à l'aide le gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada qui va venir sauver les immeubles fédéraux sur son territoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et qu'allons-nous faire à part espérer que PSPP se sauve en France ou... Mais vous pourriez quand même pas imaginer que ces réponses-là, elles soient discutées dans l'espace public actuellement. C'est-à-dire qu'elles ça sont sera encore plus inquiétant que le scénario que vous mettez de l'avant. Elles sont même pas envisagées comme une... Mais vous le savez. C'est-à-dire elles sont pas envisagées au sens où Mme Marois avait parlé d'un peu de turbulence après l'indépendance, où tout le monde était monté. On s'imagine que ça va être à la fin d'une réunion de pastorale, puis tout le monde va se donner la main après la communion. C'est pas comme ça que ça marche, une sécession d'État. Une sécession d'État, c'est qu'il y a du monde qui ont plein d'intérêts économiques, puis qui ont plein il y a plein d'artères qui passent sous la tête, dont on n'imagine même pas les enjeux. Le golfe du Saint-Laurent, c'est pas... Non, mais moi, de toute façon, on partage un truc, là. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est pas aussi simple que certains l'ont laissé envisager. C'est pas simple du tout. Je m'inquiète peut-être un peu moins que vous du fait que les souverainistes ne parlent pas ouvertement de leur stratégie au lendemain de ça. Ils ne devraient pas le faire. Même pas. Ben oui, mais c'est des enfants des CPE aussi, là. C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas que l'autre petit gars, il joue bien tough, là, qu'ils ont affaire à du monde qui sont sérieux. Moi, j'ai toujours pensé que PSPP avait peur, puis qu'il allait se sauver en courant. Je l'ai vu pleurer à l'entrée de l'Assemblée nationale quand il est arrivé avec sa médaille, là, puis qu'il n'était pas capable d'entrer. Puis la madame de la sécurité ne l'a pas laissé entrer. Puis je l'ai vu. Je vois ce que ça veut dire. C'est-à-dire, pour un chef politique, sa survie réelle est une vraie question. Rappelez-vous de la scène où Mme Marois est entraînée par 2 gardes du corps dans la mauvaise direction. Ça va vous donner une idée de comment vous me suivez? Je vous suis très bien, mais ça, c'est quand même une habitude que vous avez vous êtes un bon caricaturiste. Non, mais c'est pas une caricature, je l'ai vu, j'ai écouté la télévision. Oui, mais des fois, ça veut juste dire. Je vois les 2 gars la prendre puis l'amener dans la mauvaise direction. Oui, mais des fois, ça veut juste dire ce qu'on voit puis ça veut pas dire autre chose. OK. On a quand même vu Trump se faire tirer dessus. Puis pourtant, est-ce que vous êtes en train de me dire que l'Amérique n'est pas la plus grande puissance au monde? Trump s'est fait tirer dessus. Oui, mais Rémi, Trump, il a son propre système de sécurité personnel. Ça marche pas. C'est-à-dire qu'il y a son... Oui, mais... Ça prend un autiste sur un toit qui réussit à l'atteindre. Non, il y a toujours des bavures, mais ça prend c'est-à-dire que il faut que tu assumes que ta vie va être mise en jeu quand tu es chef. Est-ce que nos leaders nationalistes sont prêts à ça? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans l'arrière-scène et dans la coulisse. Là. Il n'y a pas juste les fous qui veulent faire parler d'eux, qui vont s'attaquer à un chef d'État. Il y a toutes sortes de gens menaçants. Oui, mais vous ne pouvez pas d'un côté, je pense, me dire, bon, ils parlent d'espionnage, ils se réveillent, et ensuite me dire, ils ne sont pas conscients de ce que ça implique. Ben oui, mais vous n'êtes pas content qu'ils parlent d'espionnage? C'est exactement ça que vous voulez. Je suis bien content qu'ils parlent d'espionnage tant qu'ils veulent, mais je n'ai aucune confiance dans la manière dont ils vont résister à ça, parce que c'est la première fois qu'ils en parlent. Puis ça fait deux référendums, là, qui commencent à en parler. La partie est pas mal à la fin de la partie. En tout cas, Jacques Parizeau avait considéré l'idée de mettre sur pied un département de services secrets. Peut-être que vous l'avez oublié, ça, mais c'est parce que moi, on va s'entendre sur une chose. J'ai aussi peu d'affection pour la moitié des enfants du péquisme, c'est-à-dire les patients, les indulgents, les donneux de becs et de joues. Ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Ils ne savent pas comment libérer un peuple. Mais il y a une autre moitié de gens qui me semblent être plus résolus.
On ne peut pas les oublier. Ben, Il semblerait même que Paul Saint-Pierre Plamondon en soit l'incarnation en Rémi, ce mon moment. contre-argument, c'est un contre-argument historique de vieil homme. C'est-à-dire, as-tu déjà vu Jacques Argument Rose? d'autorité. Oui, non, un argument de type, c'est-à-dire un faux argument de philosophe, là. C'est-à-dire, pensez à la scène sur YouTube où Jacques Rose essaye de parler au congrès du PQ, puis regardez l'attitude de René Lévesque. Pensez à quels sont les noms des membres du FLQ que vous connaissez, à part François Chim, Marc Carbonneau, Geoffroy, à part ces gars-là, qui on connaît, qui sont les vrais hommes sérieux de notre histoire véritable, c'est-à-dire ceux qui ont sacrifié leur vie. Imaginez un gars comme Geoffroy, qui passe sa vie dans un pays, qui sort du collège Sainte-Marie, il faisait du latin puis du grec, puis qui donne sa vie, puis il finit en prison il finit en prison au fédéral, puis il survit à une tentative de meurtre à l'intérieur de la prison parce que les gars veulent le passer. Êtes-vous un peu comme Falardeau avec une cravate? Ben, je ne sais pas si Falardeau a perdu autant de temps que moi dans mes études par ailleurs. Non, mais Falardeau a étudié moins que vous, c'est vrai, mais Falardeau était très, très, très soucieux d'accorder l'importance que vous semblez accorder aux felkistes. C'est-à-dire que je leur accorde une importance parce que c'est les hommes qui se sont vraiment sacrifiés. Quand la bourgeoisie prend sur elle la souveraineté ou l'indépendance d'un peuple, quand tu perds les chauffeurs de taxi et tu les remplaces par des avocats, là, si tu vas en arracher pour faire l'indépendance d'un peuple, il faut que tu gardes tes chauffeurs de taxi. Il faut que tu gardes tes Marc Carbonneau, tes François Chim, ces gens morts et pourtant si vivants par ailleurs. C'est-à-dire, notre vraie histoire est là. Elle n'est pas dans j'allais nommer des anciens ministres péquistes, mais comme ils sont proches de... Mais non, mais... Ils sont proches de... Je veux faire attention à vous, je ne veux pas vous non, mais sérieux, sans crainte, mais je trouve ça quand même important. Mon préférant ayant été Marcel Léger, qui voulait acheter l'île d'Eleuthera pour les snowbirds. Ça a toujours été mon préféré. Mais parlons justement de ce que vous venez de nommer sans le nommer, c'est-à-dire le confort un peu, parce qu'il est arrivé quelque chose à partir des années 60. La Révolution tranquille, moi, j'aime dire que c'est un confort que les Canadiens français s'offrent enfin après des années de difficultés en Amérique. On a défriché, on a couru dans les bois, on a négocié avec les Autochtones, on s'est fait scalper. Et à un moment donné, on s'offre un État, on s'offre enfin un repos. Mais trop de repos, des fois, ça fait en sorte que la lutte de libération nationale, elle est bureaucratisée et moins envisagée. Ou en tout cas, elle est difficilement envisageable. C'est un peu ça qui est arrivé, non? Selon vous? On peut pas... Moi, je regarde juste la situation actuelle. J'essaie de voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Moi, je pense que l'annexion aux États-Unis, même si elle est décriée par tous les médias, puis je prends le risque d'en reparler, parce que juste le fait d'en parler au Québec, là, ça attire la foudre à la maison. Là, les gens ne sont pas capables... je ne peux pas voir d'autre horizon que ça, à part une mort très douce puis une disparition ethnique comme une tribu lointaine qui parlait une langue incertaine, qui était locataire de sa langue même, puis et puis qui est disparue au fil du temps, qui a perdu toute espèce de poids locataire politique. et chômeur dans son propre pays. Exactement. Disait Leclerc. Ouais. Alors, c'est mon seul espoir. Mais je sais aussi qu'il y a eu Woonsocket, puis il y a eu le grand exode des Canadiens français, puis c'était pas drôle de se retrouver pendant la Grande Saignée, 1 million à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. C'était pas comique. Il fallait on se chicanait avec les Irlandais, en plus des Irlandais catholiques. Alors, tu sais, je suis bien conscient de ça, mais j'essaye de voir où viendrait un dynamisme nouveau qui ne serait pas le projet de retraite des vieux qui ont toujours été avec les fameux vieux avec des casquettes de marins bleus, là, qui ont toujours été dans le PQ, là, puis qui sont des fonctionnaires de la chose nationale, dont on sait qu'ils vont juste se plaindre. Là. Ils ont triché, ils n'ont pas suivi les règles. Ben, j'espère qu'ils n'ont pas suivi les règles. C'est une lutte pour sortir des règles. C'est une lutte, là, il faut que tu fasses des coups tordus. Si tu veux faire l'indépendance, tu peux pas jouer selon la loi by the book. C'est exactement ce que Aquin reprochait même aux patriotes en leur disant qu'ils voulaient déjà jouer selon les règles. Ils sont perdus, c'est pas compliqué. Ils peuvent pas faire autrement que perdre dans ce contexte-là. Mais
Ben, pour c'est ça dans que- l'art, pour c'est ça dans que l'art j'étais- de la défaite. Il Oui. a écrit même il ne sera pas dit que nous sommes mauvais joueurs. Non, on est honnête, puis on joue by the book, mais on arrive deuxième, c'est ça, on n'arrivera pas. Mais quel est notre vrai véritable désir? Tu sais, tu choisis des gars comme René Lévesque. C'est comme le frère André, mais René Lévesque, il faut être capable. C'est-à-dire qu'il faut être capable, quand on est un intellectuel, de faire une critique de sa société sans avoir trop peur. Moi, j'ai toujours pensé que le PQ, c'était une fraude. OK? J'ai toujours pensé que ça retardait. C'était l'équivalent de l'antéchrist, entre guillemets, au sens grec du terme katékon, celui qui retarde des affaires. J'ai toujours craint davantage le PQ que le Parti libéral, parce que dans le fond, le PQ avait des aspirations nobles, puis il est dangereux justement pour ça. Il est dangereux justement pour ça, parce qu'il ne livrera pas, lui. Là. Il n'y a pas les... Il est quand même passé tout près de livrer. Oui, Non? oui, mais C'est un choix que vous faites. Oui, mais c'est un choix. C'est un choix parce qu'il c'est y a un deux parti- référendums. Il y en c'est a un un parti qui vire. prône l'avortement, l'euthanasie. C'est un parti qui est facile. Comme tous les partis. Oui, oui, mais en partie, il me semble qu'il y a un don pour ça. Il me semble qu'il est particulièrement doué pour ce type de politique de gauche épeurante dans un peuple qui est en voie de disparition démographique. Tu sais, juste la symbole, je ne dis pas que les autres ne le feraient pas, je dis juste que le symbole, que ça soit lui qui soit le porteur de ballon pour ces affaires-là, moi, ça m'a toujours fait peur. Ça m'a toujours... j'ai jamais trouvé ça un bien bon signe. Là, est-ce qu'il y a vous avez parlé des felkistes. Est-ce qu'il y a quand même des personnages historiques, femmes, hommes, qui entrent dans vos grâces? Qui réussissent à percer l'armure, là. C'est-à-dire que... L'armure en tôle, hein, je précise quand même. Oui. Ça a l'air difficile de rentrer là, jusqu'ici, là. mais non, mais vous voulez dire moi, Parizeau, par exemple. Parizeau. Qu'est-ce que vous lui Parizeau, reprochez? il voulait nationaliser l'amiante, là. Tu sais, et puis il voulait repartir le nucléaire au Québec, là. C'est pas quelqu'un qui avait un jugement fabuleux, là. C'est quelqu'un qui serait parti d'Outremont, qui se serait réfugié en France, ça avait bardé un peu, comme tous nos chefs bourgeois, canadiens, français, qui viennent. Mais il est moins mesquin que le reste des bourgeois de type outremontois qu'on a toujours eu. Il avait le courage d'affirmer. Je l'admire de ce point de vue-là, mais c'est pas une source de jugement puis de sagesse politique. Il a laissé partir les Nordiques de Québec. Ça, puis se tirer une balle dans le pied, c'est à peu près pareil. Vous y pensez pas, laisser partir les Nordiques de Québec, mais au plan politique, c'est une gaffe. Les Yvettes, c'est rien à côté de ça. Mm-hmm. Mais vous n'avez pas l'impression, parce que sur les Nordiques, on peut, honnêtement, je trouve effectivement que c'est un peu sous-estimé comme événement dans la longue conjoncture, mais le reste, vous ne trouvez pas que vous prenez des affaires, puis là, vous dites, c'est pas ce que c'était, l'amiante. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'amiante? Sérieusement. On s'en fiche pas, parce que dans le fond, c'était un mauvais choix, puis on est obligé de rembourser ça a coûté une fortune, cette affaire-là, avec General Dynamics. Tout le monde fait des erreurs, puis si c'en est une, mais... c'était pas... C'est parce qu'il remplit tous les critères de respectabilité que vous me mettez depuis tantôt, à part d'être un gars qui prend un gun puis qui s'en va dans la rue. Je précise quand même que même les felkistes se sont cachés. Il y a... Oui, mais je dis pas que non, mais... faisons attention pour ne pas caricaturer ma position non plus. C'est-à-dire, c'est ce que vous craigniez tout à l'heure en parlant de... C'est toujours dangereux. Non, je veux simplement dire que parmi ceux qui se sont sacrifiés le plus, qui ont donné le plus au Québec, c'est des gens totalement ignorés. Parizeau est une vedette, il est une famille riche, il n'y a pas de... C'est 35 ans de service public quand même, là, Parizeau. Oui. Oui, non. C'est un homme remarquable, mais est-ce que c'est le chef indépendantiste qu'on voulait ou c'est un homme de dossier? Est-ce que c'est pas le grand commis de l'État qui peut régler un certain nombre de grands dossiers économiques qui est sûrement plus solide que le ministre actuel, Girard, ou les petits gars comme ça, là, il est sûrement plus solide, mais est-ce que c'est pas un haut fonctionnaire plutôt qu'un libérateur politique? Je suis plutôt pour le haut fonctionnaire. Non, je comprends. Il y a
C'est-à-dire qu'il y a une folie dans le fait d'entraîner un peuple. Il y a un chef, là, c'est une bébite particulière. Là. Un chef qui mène un peuple à l'indépendance, là, il y a quelque chose de biblique là-dedans. Là. Il faut être inspiré. Il faut aller à l'église le mercredi, prier Saint-Joseph, là, un peu. Là. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur un certain élément de transcendance. Là. C'est pas juste des calculs avec les sondages. Là. Parlons de certains autres enjeux qui sont tout le temps politiques, mais moins partisans. Là. Je veux qu'on finisse tantôt avec l'aide médicale à mourir, parce que ça, vous êtes l'un des seuls. Moi, je me rappelle à l'époque, vous nous en parliez là, en classe, puis on était tous là à se dire, c'est fou, quoi, là, tu sais. C'est bien, l'aide médicale à mourir. Ma grand-mère, elle va pas hurler dans la chambre. Oui, on a toujours des exemples. Là. Mon grand-père, il y avait des perdettes. On a toujours l'anecdote croustillante, la plus abjecte qu'on puisse trouver, mais pas comme ça que ça marche. Là. Mais avant toute chose, COVID, quand même. Qu'est-ce qu'il y a, COVID? COVID, non, mais on s'est parlé au téléphone. Pour un professeur de droit, un professeur de droit, puis pour un docteur en droit criminel, la COVID, là, c'est la question de la négligence criminelle causant la mort. Pour moi, ça a toujours été cette question-là. C'est-à-dire, soyons doux puis respectueux des acteurs, mais posons-nous la question, pourquoi l'État québécois n'a pas été capable de poursuivre? C'est-à-dire, non seulement il n'a pas été capable de poursuivre, il a félicité les ministres après 6700 morts. C'est-à-dire que, rappelez-vous, quand Mme Blais et Mme McCann ont quitté ont voté contre une enquête publique, même le ministre de la Justice a applaudi ses deux collègues sur lesquels il aurait dû déclencher des enquêtes de nature criminelle sur la responsabilité des préposés. C'est-à-dire que si vous nourrissez quelqu'un à la cuillère pendant des mois, que vous le connaissez par son prénom, puis que vous savez que c'est une personne âgée très, très fragile, et que vous décidez de quitter votre lieu de travail, même si vous êtes vous-même vacciné contre le fameux virus chinois, là, entre guillemets, là, quelle est la nature de votre responsabilité pénale par rapport à ça? C'est-à-dire, oui, j'ai obéi aux ordres, mais ce n'est pas une défense de nécessité que tu peux plaider. Mon employeur m'a dit que ça pouvait être... Mais quel employeur peut décréter que les gens qui vont être abandonnés dans un CHSLD, on ne doit pas les envoyer dans les urgences? On envoie une lettre le 27 mars, le ministère de la Santé envoie une lettre pour ne pas les envoyer dans les urgences. 2020. Puis les gens sur le terrain qui connaissent intimement et personnellement ces gens-là pour les avoir soignés et quittent leur lieu de travail en sachant très bien que ce qui va en résulter, c'est que les gens ne peuvent pas boire tout seuls, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas se laver. Là, ce que vous dites, c'est que les gens ont quitté, ont laissé des gens seuls dans les CHSLD, sans accompagnement? C'est-à-dire que... C'est pas mon souvenir. Mon souvenir, c'est qu'il y a eu un abandon des lieux. Il y a eu comme... les gens rentraient dans les lieux après, puis c'était dans un état de chaos absolu. Les témoignages qu'on a reçus, c'est ça. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir eu de personnes âgées proches de moi dans ces lieux-là, mais ma compréhension, c'est que les lieux ont été quittés, puis on a dû entrer, on a dû même appeler l'armée à un moment donné, parce que les gens, les véritables préposés n'étaient pas là. Quelle est la nature pénale de la responsabilité? Comment l'État arrive-t-il à ne pas faire son examen de conscience juridique là-dessus? Ça a toujours été ma question. Oui, mais moi, j'ai pas ce souvenir-là, M. Saint-Germain. Je me rappelle de mesures sanitaires à l'intérieur des CHSLD, distanciation. On essayait d'aller visiter. Oui. Mais les gens étaient là. Il y avait des gens, il y avait des employés. Là. Oui, mais mais pourquoi il n'y a pas eu d'enquête sur les cas où il y a eu des débordements, où on a découvert après? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête publique? L'Assemblée nationale a voté, dans mon souvenir, à l'unanimité, ou enfin, tous les partis s'entendaient pour ne pas enquêter là-dessus. Pourquoi? C'est la question qu'un juriste se pose. Pourquoi? C'est d'où l'idée de la négligence, c'est-à-dire quelle est la responsabilité, puis comment on peut s'absoudre de ce comportement-là quand on est un État qui a pris en charge, puis a pris la responsabilité de prendre soin de ces personnes âgées-là. Moi, ça m'a... Puis qu'on puisse continuer de vivre là-dessus, puis personne ne parle de ça, puis tout le monde se dit « Hey, c'est derrière, puis c'est juste les complotistes. » Non, c'est parce que, je sais pas, là, mais il me semble que s'il y a 6700 morts dans nos
ils sont morts de manière terrible. Ils sont pas morts dans des conditions de dignité, là, d'après ce qu'on croit comprendre. Mais moi, je suis pas un témoin direct. Je pose juste la question du point de vue du juriste en droit criminel. Comment ça se fait que l'État est pas capable de nommer un juge, pas le juge galant, là, un juge... Il est bien, juge non, galant. non, il est bien gentil, mais je veux dire... efficace. c'est je sais pas, là, pensez au film de Costa Gavras, là, Z, là, tu sais, quand tu fais... Ah, wow, hey, c'est incroyable. Ouais. Vous n'êtes pas sérieux. Ben, c'est la vérité. Ouais. Alors, on a une petite toile avec des photos. Quelle synchronicité Ouais. extraordinaire. C'est-à-dire, je ne l'ai pas vu, ça me renverse, mais en tout cas, je pensais juste... en tout cas, mais vous avez raison sur un point. Sur le détail de comment ça s'est passé à l'intérieur, c'est pas mon souvenir, mais il y a un truc qui est certain, et ça, je veux dire, personne ne pourrait vraiment, je pense, me convaincre du contraire. On a décidé collectivement de ne plus penser à ça. Non, c'est ça. Et là, 6 ans plus tard, parce qu'on est en 2026, il faut dire que ça a duré 2 ans. C'est les mêmes quand personnes même. qui s'apprêtent à élire quelqu'un qui va leur parler d'indépendance. Puis ces mêmes personnes-là n'ont plus de religion, n'ont plus de famille consistante, n'ont plus de morale, entre guillemets, traditionnelle. Puis ils devraient coaguler pour un grand projet solidaire pour s'affirmer devant le reste des nations. Comment s'y prendront-ils? Comment cela va-t-il coaguler? C'est ça la question. Si tu n'as plus de religion, tu n'as plus de famille, tu n'as plus de morale, tes enfants sont gardés par des préposés de la CSN dans les CPE, quelle sorte de lien de sang as-tu pour t'affirmer politiquement? C'est ça ma question. Je n'ai pas la réponse. Peut-être que rien n'empêche tout cela. Là. C'est peut-être que c'est juste la vue de... C'est peut-être une vision sociologique naïve de penser que ça changerait tout si on est... Mais moi, c'est dans cette optique-là que je me tourne vers les États-Unis. C'est pas... Baisse de la natalité aussi. Ben, ça, c'est incroyable parce que après, il y a des exemples bizarres dans le monde. Le Japon, par exemple. On dit souvent les Japonais sont unis, ils vivent comme un seul bloc. Ils ont même une vraie conscience ethnique. Les Japonais ont une conscience ethnique, oui. mais ils font plus d'enfants. Et ils ont décidé de disparaître d'une certaine façon. Mais concentrons-nous sur les Québécois. Mais je précise l'exemple du Japon parce que ça nous permet quand même pas alors de dire qu'il y a juste les peuples qui veulent disparaître. Puis les Japonais, à ma connaissance, ne veulent pas disparaître. Mais les Québécois, eux, font pas d'enfants. Puis parler de ça publiquement, là, ça commence un petit peu à se décoincer. Là. Il a fallu que des femmes en parlent. Ça a aidé la cause. Mais parler de ça, il y a encore 6 mois, là, puis c'est encore le cas finalement, ça voulait dire qu'on voulait ramener les femmes à la maison, les attacher au poêle, leur mettre une poêle de fonte dans la main, puis tu vas faire des enfants, ma vieille. Alors que c'est, à mon sens, pas un si pire projet que d'exister demain et encore demain. Je sais, mais ça fait partie des contradictions par rapport au grand projet unificateur péquiste. C'est-à-dire que comment tu peux surmonter ça techniquement? Comment tu peux surmonter un peuple qui ne se reproduit pas puis qui veut s'affirmer sur la scène internationale puis se faire reconnaître? C'est par l'immigration? On voit le succès que ça implique au Québec. C'est pas évident. Enfin, c'est ça la difficulté. C'est pour ça, d'où ma posture qui n'est pas du tout pessimiste ou défaitiste. C'est juste que arrivant à 65 ans, ayant été indépendantiste avec mes parents, proche aérienne, totalement convaincu de la grandeur de notre histoire, de Cavelier de la Salle à d'Iberville, étant fasciné par notre histoire, on arrive à ce constat dramatique et tristounet que, dans le fond, sur l'échiquier, il y a à peu près juste un mouvement qu'on peut faire. Puis c'est un mouvement... En fait, c'est un mouvement revanchard parce que ça nous permet de nous affirmer comme sujet de l'histoire, c'est-à-dire de faire éclater le Canada et puis de nous joindre aux États-Unis avec le péril que ça implique, le péril linguistique, identitaire que ça implique, bien évidemment, mais au moins, on va avoir joué une carte, c'est-à-dire qu'au moins, on va avoir été maître de notre destin d'une certaine manière, pas de la manière dont on aurait souhaité l'être en 76,
mais on n'avait pas choisi la bonne brasse de cartes pour l'être en 76 non plus. Là. Ouais. Mais c'est une route. C'est une route tellement, à mon avis, difficile à voir qu'il va falloir vous réinviter dans 5 ans pour parler de ça. Mais là. il va falloir Parce que voir à il n'y quel a pas point... une personne sur 1000 qui veut faire ça en ce moment. Bien sûr que non, mais vous ne m'avez pas évité pour que je Non, mais dise c'est la même correct. chose que Mais de toute tout façon, le à la monde. fin, vous allez me donner une carte de votre nouveau parti. là, Oui, c'est ça. exactement. Puis c'est ça, puis vous allez... Aide médicale à mourir, je veux qu'on prenne sérieusement quand même un peu de temps là-dessus parce que je l'ai dit, je le répète, il y a 15 ans, là, il y a 10 ans, en fait, là, vous en parliez déjà. Vous en parliez déjà dans vos classes. Puis pour avoir vu des visages de jeunes se braquer, c'était comme si vous descendiez d'une autre planète. Il faut quand même préciser un certain nombre de choses. Vous l'avez fait tantôt, là, vous ne voulez pas y échapper. Il y a un consensus au Québec là-dessus. C'est-à-dire que les sondages le prouvent. Il y a une imposante majorité. Là. Les souverainistes aimeraient ça avoir une majorité de même. Là. De gens qui disent que c'est bien. Puis le Québec aujourd'hui, c'est quoi, 10 ans après le projet ou presque, le Québec aujourd'hui est rendu l'endroit dans le monde, l'État dans le monde où le pourcentage des décès imputables à l'aide médicale à mourir est le plus élevé. On parle de près de 8 des décès. Et les Hollandais sont à 6 en arrière de nous, peut-être à 7. Puis chaque point de pourcentage ici est un nombre vraiment important de personnes. Est-ce que vous trouvez, on va se transporter à l'époque, là, à l'époque où ça a commencé, moi j'étais un peu moins mature que vous, là, comment on en parlait? Est-ce qu'il y avait des gens qui s'y opposaient et qui étaient entendus? Non, ça n'a jamais... C'est-à-dire que ceux qui posent des questions là-dessus sont des gens cruels et sadiques qui veulent voir souffrir leur prochain. C'est comme ça qu'on voit de manière la plus simpliste, c'est comme ça qu'on... Puis on n'a aucun sens de l'histoire. C'est-à-dire que ceux qui nous ont précédés, ils ne savaient pas que l'eau tiède existait. Nous autres, on a inventé l'aide à mourir parce que dans les années 50, faire de l'euthanasie un acte criminel, c'était juste des fous qui pouvaient faire. C'est-à-dire on a ce type de rapport à l'histoire morale. Là, on est aussi convaincu que c'est une bonne idée qu'on était convaincu dans les années 50 que c'était un crime punissable dans le code criminel. Donc, il faut comprendre ça. Là. Nos certitudes sont pas... On ne doit pas prendre ce type de certitude-là au sérieux. On présentait l'aide à mourir essentiellement comme un frein à l'acharnement thérapeutique. C'était Karen Quinlan qui était dans le coma depuis des années, puis on essayait on disait qu'il y a un acharnement thérapeutique, mais là, c'est pas ça du tout. Là. C'est une loi de nature budgétaire qui se fait passer pour un moment humaniste parce qu'on ne veut pas avoir de soins palliatifs, puis ça coûte cher. Vous êtes sûr de ça? Bien, c'est-à-dire que, laissez-moi juste terminer mon argument. C'est-à-dire que mettez ça dans le contexte. Et c'est présenté essentiellement comme l'autonomie du patient. Mais ça veut dire qu'au plan social, tu vis dans une société où la mort d'autrui, la mort de ton proche est discutée d'une manière sans vergogne à table. C'est-à-dire qu'il serait mieux mort. Puis, c'est-à-dire que ce que les hommes font de mieux depuis le début de l'humanité, c'est tuer d'autres hommes. Ça, il faut se rappeler de ça. Donc, c'est pour ça que dans toutes les sociétés, il y a un interdit du meurtre, la plupart du temps, sauf les exceptions, la peine de mort, tout ça. Là. Donc, c'est pour ça qu'on ne joue pas avec ça, parce qu'on sait que dans une société, c'est ce que les hommes font de mieux, tuer les autres. Alors donc, cette précaution-là, cette précaution éthique-là, par rapport à l'aide à mourir, d'abord, on commence... Il faut s'attaquer, dans le fond, à l'idée de suicide assisté. Puis un suicide ne peut pas être assisté. Okay? Le mot latin sui cadere fait en sorte qu'un suicide, c'est un suicide. Si c'est assisté, ce n'est pas un suicide, c'est un homicide administratif. Puis il faut comprendre le contexte budgétaire dans lequel les soins de santé, l'implosion des coûts de santé, c'est pour ça que l'aide avec des populations qui vieillissent, avec des populations qui souffrent de maladies dégénératives, ce qu'on cherchait depuis le début, ce qui m'a toujours été ma lecture, moi, c'est qu'on cherche à se débarrasser. On voudrait pouvoir régler la fin de vie par comité. C'est-à-dire pas passer par la volonté des personnes qui sont atteintes de maladies dégénératives, parce qu'il va y en avoir un très grand nombre. Et ça, eux, coûtent très cher parce qu'ils ne meurent pas tout de suite. Dans un système qui calcule tout, une loi comme
on parle des soins de fin de vie, mais est-ce que c'est un soin? Est-ce que c'est un acte médical? C'est une grande question. Je sais que dans les médias, on confond tous les... Est-ce que c'est un acte médical? Est-ce que c'est un soin? Enfin, parlons d'une médecine vétérinaire davantage que d'un soin de santé, là. Non, mais en fait, c'est parce que je voulais juste dire que, tu sais, on nous apprend tout le temps la différence entre causalité et corrélation, là. Il y a effectivement une corrélation entre le fait que ça ferait l'affaire de l'État d'avoir moins de gens à traiter et le fait qu'on ait mis de l'avant l'aide médicale à mourir, mais je préfère quand même suspendre mon jugement, puisque j'ai pas de preuves, et vous en avez pas non plus, que véritablement on est assis autour de la table. Non, mais vous en aurez jamais de preuves là-dessus. Ben, peut-être quelqu'un écrirait ses mémoires. Non, mais je vais vous en donner une puis... preuve, moi. Je vais vous montrer comment ça marche. Attendez, vous allez me prouver qu'il y a des gens... Non, je vais vous juste vous expliquer un débat que j'avais eu avec Patrick Lagacé, là, qui parlait d'un cas du complot. Il n'y a pas de complot là-dedans, là. Entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont passé une loi qui n'était pas encore... L'Allemagne n'était pas encore nazie. Ils ont passé une loi, vous allez trouver ça chez un auteur comme Giorgio Agamben, un philosophe italien. Mais ça pas de... la loi sur la vie indigne d'être vécue, ou la vie qui ne mérite pas de vivre. Après la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient un problème, c'est avec les survivants de la Première Guerre avec les Français, il y avait beaucoup de gueules cassées, il y avait beaucoup d'handicapés, puis il y avait aussi des populations qui souffraient de troubles mentaux, puis les Allemands ont réfléchi, puis les juristes, puis les médecins allemands ont rédigé une loi qui s'appelle la loi sur la vie qui ne mérite pas de vivre, en se disant, est-ce qu'on commet pas une injustice en gardant à vie des gens qui, dans le fond, plutôt que de soigner ceux qui nous ont... puis il n'y avait même pas de nazisme encore à l'horizon. Hitler n'était pas là, il n'était pas encore... mais évidemment, quand Hitler a pris le pouvoir, il a repris cette loi-là, puis là, parce qu'évidemment, ces lois-là, ils sont toujours dans le temps susceptibles d'être interprétés de plus en plus largement. C'est ce qu'on voit avec la loi sur les soins de... Là, on va l'ouvrir aux malades mentaux, aux gens qui souffrent de troubles mentaux. On peut l'anticiper maintenant. Oui, exactement. C'est une loi qui était faite pour s'élargir nécessairement au nom de la charte. C'est-à-dire, on allait dire, moi... je souffre d'une schizophrénie X ou Y, et c'est une souffrance au moins aussi intense que quelqu'un qui est atteint d'un cancer. En conséquence, donnez-moi, j'exige que l'État me donne la mort. Donc, le législateur qui faisait des lois comme ça, c'est parce que c'est des lois extrêmement dangereuses. C'est parce que c'est des lois sur lesquelles on n'a plus de contrôle à un moment donné, qui passent pour des avancements humanistes, alors que en fait, tout ça aurait pu se régler par des modifications du code de déontologie des médecins. On pouvait donner la mort. C'est une loi mur à mur, étatique, qui oblige les établissements à fournir le soin. C'est l'horreur. Là, tu sais que tu t'es embarqué dans quelque chose qui n'aura pas de fin. Et j'allais dire, tous les arguments de type émotif. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour... Ils sont importants quand même. Oui. Parce que moi, je vais juste dire une chose, puis je vous laisse poursuivre après. Oui. Moi, tantôt, vous disiez, j'ai pas eu à accompagner quelqu'un pendant la COVID dans un CHSLD. Vous avez dit, j'ai eu cette chance-là. Ben, moi, j'ai encore la chance de n'avoir jamais dû accompagner quelqu'un dans la mort. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai cette discussion-là, en fait, c'est pas vrai, c'est pas à chaque fois, mais dernièrement, je me suis mis à le faire quand j'ai cette discussion-là sur l'aide médicale à mourir. Je dois quand même préciser qu'il y a encore une probabilité que je change d'avis si un jour je vis ça vraiment. Là, parce que moi, il y a plein de gens qui me disent « ça paraît que tu n'as jamais vécu ça » et c'est pas un mauvais argument. Parce que là, on parle philosophiquement. Mais dans le concret, il y a le concret aussi. Je suis pas d'accord, Rémi. L'argument ad hominem, là, c'est-à-dire que tout le monde a une expérience traumatisante de la mort d'un proche. Là. Ça, c'est toujours traumatisant, c'est toujours douloureux. La question n'est pas là. La question, c'est comment un État dispose d'une machine à euthanasie. C'est ça l'affaire, là. Il faut arrêter, il faut justement essayer de s'éloigner. Je sais que c'est difficile, mais il faut absolument s'éloigner de ça, sinon on s'embarque dans une loi comme la loi québécoise, là. C'est-à-dire une loi qui n'arrêtera pas au plan statistique de faire des heureux parmi les survivants, et donc, mais qui est dangereuse. C'est-à-dire qu'il va être dangereux de vieillir au Québec, ça va être inquiétant. Les personnes fragiles, les personnes handicapées, les personnes voient arriver cette loi-là. Parce qu'en fait, c'est pas juste une loi, c'est une mentalité dans les établissements de santé.
C'est-à-dire, vous comprenez l'affaire? Non, je comprends. C'est une mentalité que c'est-à-dire que la vie ne mérite pas de vivre à un certain seuil et donc, ça enlève, comment dire, ça enlève de la valeur à une vie humaine. C'est-à-dire, ça la réduit au fait il serait bien mieux mort. Ben, un État ne peut pas faire ça. Ouais, Il mais doit regardez, donner des raisons de vivre. peut-être que je vous aide quand je dis ça. Je vous explique pourquoi. Mais j'ai aussi un sourire d'en face. Là, Mais mais aidez-moi. non, mais si un jour, je vous le souhaite tellement pas. Là, Non. mais si un jour, attendez. Ouais. Si un jour vous souffrez beaucoup, que la morphine ne fait plus rien, qu'elle ne fait plus rien, là, M. Saint-Germain, empêchez-vous pas Parfait. de bénéficier de Mais ça. on dirait qu'on est dans un de mes cours avec un étudiant C'est correct, intelligent. C'est Mais parfait. C'est parfait. Ça, vous allez rester jeune. Oui. Non, mais empêchez-vous pas de bénéficier de ce soin-là parce que vous seriez têtu ou par orgueil. Bien sûr que non, mais c'est pas ça mon argument depuis le début. C'est juste que quand ça prend tout le volet étatique, ça devient dangereux parce que c'est une machine à euthanasier. C'est pas le fait que... Mais vous voulez pas vous garder une petite gêne? Parce que moi, je le fais. J'ai la même position que vous, mais je me garde une petite gêne. C'est pas une insensibilité face à la souffrance humaine. D'abord, là... Mais c'est pas ça que je dis. Il n'y a pas juste la morphine dans la vie, là. C'est-à-dire que la pharmaceutique moderne, il y a très peu de douleur. C'est-à-dire que dans la formation d'un médecin, la gestion de la douleur, c'est pas quelque chose qui rentre beaucoup dans sa formation. Ça rentre maintenant, mais ça a été très long. Il y a une cruauté médicale normale dont on doit tenir compte quand on fait affaire avec des médecins. Mais fondamentalement, ça prend des soins palliatifs, puis ça prend la capacité de mourir en pouvant, j'allais dire, échapper à la mécanique de l'État. Le fait que l'on souffre, je serais probablement le premier à essayer de mettre un terme à mes jours si jamais les souffrances étaient... Mais à qui reprocherait-on d'en faire... Enfin, c'est pas ça l'argument. Ça, c'est un argument bien dangereux de se placer comme ça. Mon argument, c'est quel message ça envoie au personnel soignant dans les établissements, quel symbole ça donne aux jeunes. Comment tu veux faire une campagne contre le suicide quand toutes les personnes alentour de toi te disent « ça sera une maudite bonne affaire » que mon oncle lève les feutres. Tu sais, parce qu'on part en Floride dans j'exagère, vous voyez vous voyez l'amuseur en moi dans une situation tragique, là. Oui. Mais vous comprenez cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas désensibiliser moralement des populations à la question de la mort. Ça ne se règle pas avec le midazolam puis une injection. La mort, là, tu dois parler aux gens. Il faut qu'il y ait du sens, de la signification. C'est pas un acte vétérinaire là, qu'on veut. C'est un acte humain. Puis je suis pas sûr que cette loi-là permet ça. C'est juste, ça a toujours été... mais je suis sûr certainement que au plan budgétaire, c'est une avancée importante dans une société qui vieillit. Il y a un rapport de corrélation. Si vous augmentez... Parce que votre cause, tantôt, c'était la loi en Allemagne, là, je vous rappelle. Oui. Mais il n'y a pas de... Non, mais la preuve qu'il y avait ceci expliquait cela, mais ça, on ne sait toujours pas s'il y a eu cette fameuse discussion au ministère de la Santé. On met de l'avant ça parce que ça nous arrangerait. Moi, je ne pense pas qu'elle a eu lieu. Ben là, écoutez, là, j'ai pas vu maman embrasser le Père Noël non plus, mais je sais que ces gens-là, je sais bien que ce monde-là, si tes sous-ministres gagnent 330 000 par année, puis tes infirmières en gagnent 120, puis tes médecins en gagnent... Il va bien falloir que quelqu'un les paye avec quelque chose à un moment donné. C'est-à-dire, si tu veux maintenir ton système... Rappelez-vous la grande maxime pendant la pandémie, il faut sauver notre système. Ben, si on veut sauver notre système de santé, on n'avait pas les moyens d'être humaniste. C'est ça que j'essaye de vous dire. Maladroitement, sans doute, mais on n'avait même pas les moyens d'être humaniste. Il fallait que l'euthanasie active se mette en route. Il fallait que la machine à midazolam tourne. Là. Il y a une dernière question qui s'impose. Je ne pourrais pas finir l'entrevue mais c'est autrement. passionnant, c'est nos échanges. Donc, absolument. En plus... vous avez réussi à me sortir de ma retraite. Ben oui. Y a-t-il quelque chose quand même qui vous fait sourire au quotidien? Y a-t-il un truc... J'aime tout. Moi, je suis un joyeux luron. Là. Parce que vous n'avez pas l'air malheureux. Non. Ah, vous êtes quand même assez... en chair, ça veut dire que vous vous amusez, ça veut dire que vous mangez de la... Oui, non, mais ça veut dire aussi que
vous écoutez de la musique? Il y a des Oui, trucs mais que moi, vous faites? j'écoute des affaires que personne n'écoute. Là. Vous J'écoute écoutez quoi? moi, là, je suis un fan de la Du métal? non, j'écoute Philip Glass. C'est un petit Ah, peu. compositeur. Puis j'écoute quelqu'un que plus personne n'écoute, mais qui est fabuleux pour moi dans l'histoire. On veut parler du Québec, du nationalisme. Là. J'ai Monique Lérac, qui est pour moi le Grande voix. modèle féminin par excellence. C'est-à-dire la- le charme. Et puis j'ai Georges Dor. Pour moi, Georges Dor, c'est un très grand chansonnier québécois. Évidemment, personne n'écoute Georges Dor. On est pris avec la Manique là, qui a ruiné sa carrière d'une certaine... qui l'a fait connaître, mais qui en même temps... mais Qu'est-ce qu'il y a de bon d'autre de Georges Dor? Je vais me mettre ça dans les écouteurs en oh, sortant. ben, Georges Dor, il y a sa chanson. En fait, ça tourne toujours autour du temps qui passe. Il y a une sorte de nostalgie dans Georges Dor extraordinaire. Il y a une sorte de poésie. C'est notre Léo Ferré de Longueuil, disons. Mais Ça a l'air ironique, là, mais c'est pas... j'ai Mais vécu à Longueuil, je connais. Je dis pas ça de manière Ah non, mais j'en doute baveuse. pas. Mais là, la Manique, bon, peut-être que c'est effectivement une chanson qui le peinture dans un coin, mais il y a quelque chose de tellement beau dans cette chanson-là parce que c'est une lettre qu'il écrit Ouais, à exactement. sa blonde. Et en réalité, il est à la Manicouagan en train de faire les barrages de Daniel Absolument, Johnson. absolument. Et C'est-à-dire, il est en train de faire ce que Régent Tremblay vous expliquait dans une entrevue qu'on n'est plus jamais capable de faire au Québec, c'est-à-dire des grands ouvrages compliqués avec... c'est-à-dire que en fait, c'est ça le paradoxe. Là. On était capable de faire des stations de métro à une époque, faire l'Expo 67, faire des barrages. Aujourd'hui, on arrache là, pour ça. Ça devrait être un indicateur de la fragilité de notre projet national. Je veux pas pleuvoir sur la parade. Tant mieux s'il y a un enthousiasme, puis je pleurerai quand PSPP se frappera un mur ou je pleurerai avec les autres, là, mais je suis dubitatif quant à la... Mais ça prend de tout pour faire un monde. Ça prend de tout. Puis moi, si j'ai un souhait pour le Québec, c'est qu'un jour, quelqu'un puisse écrire une chanson comme Georges Dor a écrit à sa blonde et une chanson dans laquelle il parle d'un projet qui est encore plus important que la plus belle fille du monde. Parce que c'est ça aussi, la Manique de Georges Dor. Oui, mais... C'est la plus belle fille du monde dans les rues sales et transversales, Ouais. mais il n'est pas avec elle parce qu'il fait quelque chose d'encore plus important que de passer du temps avec elle. Non, mais vous avez tout à fait raison de ce point de vue-là. Non, c'est un poète magnifique. Là. C'est un poète de l'amour puis du quotidien. Puis, non, c'est une merveille, Georges Dor. Merci beaucoup. Christian C'est Saint-Germain. un plaisir, mon cher ami. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, il y a plusieurs façons de nous soutenir. Tout à fait gratuitement. Vous vous abonnez à la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui voient les épisodes, mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Faites-le, c'est gratuit. Si vous voulez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, il y a Patreon. Le lien est dans la description. Sinon, il y a YouTube également. Donc, vous pouvez devenir membre exclusif sur YouTube. Vous pesez sur Rejoindre, se joindre. Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est les épisodes 3 semaines d'avance, je l'ai dit, sans publicité. Du contenu exclusif pendant 3 mois. À chaque 3 mois, on sort un épisode qui fait beaucoup jaser. Et aussi la possibilité d'assister à l'enregistrement d'épisodes en studio. Sinon, à mardi prochain. Merci.